Alors, Geoffrey Dean, il parle du sens, c'est ça? Geoffrey Dean, dit qu'il n'y a pas de validité scientifique à l'astrologie, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut arrêter de la pratiquer, parce que qu'est-ce qu'apporte l'astrologie? C'est la question du sens. Et je pense que involontairement, il donne la clé de compréhension de comment fonctionne l'astrologie. C'est que effectivement, l'astrologie apporte du sens et que c'est le sens qui est le phénomène opérant dans l'astrologie. De la même manière que dans les langages, dans la musique et dans les mathématiques. Et d'ailleurs, justement, on sait que le matérialisme n'est pas une doctrine une doctrine qui est apparue finalement récemment, peut-être à partir Aristote a peut-être posé les premières bases du matérialisme, mais avant, les mathématiques étaient, Pythagore, tout ça. ouais, était la science de l'esprit et justement Oui. du monde intelligible et Oui. pas du monde sensible. C'est pour ça d'ailleurs que j'attache beaucoup d'importance aux périodes de 7 ans. Mhm. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a, il y a- il y a- par exemple, j'ai fait tout un travail là-dessus, à savoir, la recherche astrologique, il faut déjà s'apercevoir qu'il y a des nombres qui reviennent, par exemple. Qu'il y a des intervalles qui reviennent. Donc, c'est moi je dis le nombre et l'interface entre nous et les astres. Parce que si je peux déjà décrire un phénomène terrestre par le nombre, je peux voir si, au niveau des astres, ce nombre se retrouve. Mhm. Si par exemple j'ai montré, et déjà en 76 je l'avais trouvé, donc c'était que l'histoire justement des empires obéissait au nombre 7, après je pouvais aller voir quelle était la planète qui correspondait à ça. Ils avaient trouvé Saturne pour le Voilà. cycle. Voilà, c'est Saturne qui a correspondu, et en plus, pour que ça fonctionne bien, j'avais pas besoin d'une autre planète. Il suffisait qu'il passe sur les équinoxes et les solstices, et c'était. Il ne faut pas oublier, mon cher Dominique, que ce que je dis aujourd'hui, je le disais déjà en 76. Mhm. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc c'est, il y a des choses. Ce travail, il est déjà là en 76, il le reprend en 93, etc. Mais dès 76, c'était déjà dit. Donc là, voyez-vous, il y a une observation anthropologique sur le nombre qui nous permet de nous connecter avec. Donc pour revenir à ce que je disais, si on n'a pas une observation numérique sur ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas se connecter avec le cosmos. Voilà, on pourrait aller jusque-là. Et donc, actuellement, le 7, ça fonctionne merveilleusement bien. Encore ce matin, j'écoutais une émission sur les accords d'Évian. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé 15 ans avant les accords d'Évian? Les accords d'Évian, c'est l'indépendance de l'Algérie. Mhm. Alors, 62 moins 15, ça donne quoi? Vous qui êtes fort en calcul mental. 47. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 47-48? Moi, je sais juste qu'en 45, il y avait des manifestations de sétifs qui ont été réprimées. Non, mais, il y a eu la création de l'État d'Israël. D'accord. En 47-48, fin 47. Et moi, je suis né au moment où l'ONU a déclaré que ça devait exister. Mhm. Donc, il y a une partition en deux, la partie arabe, la partie juive, à ce moment-là. Et en 62, on a le même problème, on se sépare de l'Algérie, etc. Ce qu'on appelle, c'est une illustration de la phase solsticiale. Voilà. Donc, voyez-vous, là, le 7, le 15, c'est fantastique. Donc quand on se prive de cet outil du 7 et du 15, c'est épouvantable, je veux dire, c'est fondamental. Et, on pourrait donner un nombre d'exemples infinis là-dessus. Donc là, il y a quelque chose qu'on capte très bien. On capte très bien cela, et on capte très bien qu'une société pouvait s'organiser par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elle pouvait savoir que, voilà... alors, en même temps, on pouvait travailler sur le 7, mais on pouvait aussi constater que Saturne mettait 7 ans pour aller de tel endroit à tel endroit. Soit parce qu'il passait de l'équinoxe au solstice, soit parce que... alors là aussi, là, ce qui est intéressant, c'est
Ça, c'est une astrologie que les hommes pouvaient comprendre. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les hommes pouvaient suivre le processus. C'était pas quelque chose qui se faisait à leur insu, etc. Avec des planètes qu'on ne pouvait pas voir ou des phénomènes au niveau du mouvement d'ondes sur lesquels on n'avait pas prise. Là, au contraire, on pouvait le voir et on avait le temps de le faire. On avait une période de 7 ans pour se bouger. Donc c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus au niveau de l'anthropologie, c'est beaucoup plus valable. Et donc, la précision des équinoxes, par exemple, comment, à votre avis, on a découvert la précision des équinoxes? Je pense que ça a dû être dû au lever héliaque. On s'est aperçu que le lever d'une étoile, au fur et à mesure du temps, ne correspondait plus à l'apparition de l'été. Mais pourquoi on s'y intéressait? Ça, c'est la fixation du calendrier. Non, alors moi je vous donne une autre explication, apparemment vous n'avez pas pris connaissance. Il était nécessaire de trouver l'étoile correspondant à l'équinoxe, à un moment donné. Donc le point vernal, le point vernal étant quelque chose qui est sur Terre, il fallait trouver un correspondant dans le ciel. Et donc on choisissait une étoile. Et au bout d'un certain moment, on s'est aperçu que c'était plus la même étoile. Et c'est là qu'on a découvert la précision des équinoxes. C'est pas du tout, ça va beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, je dis, une fois qu'on a choisi que l'équinoxe de printemps, même le solstice d'hiver, peu importe, correspond à telle étoile, on voit quel aspect se forme entre Saturne et cette étoile. Donc on a une visibilité, on a l'étoile et on a la planète. Ça permet de résoudre le problème. Donc finalement, là aussi, voilà, on peut continuer là-dessus, mais je voulais faire ce point-là. Bon, je ne sais pas si vous êtes convaincus de ce qu'on a dit, mais il y a une expression qu'on emploie, c'est intelligent design, le dessin intelligent. C'est la théorie sur laquelle les choses ont été faites délibérément. Les dieux ont voulu ceci ou cela. Ils sont intervenus. D'ailleurs, c'est le premier verset de la Genèse. Les dieux ont créé le ciel et la terre. Alors, on l'interprète généralement comme étant le ciel au sens de son universel total, mais on peut dire que c'est un binôme ciel et terre. C'est-à-dire que c'est notre ciel, c'est-à-dire que les planètes qui sont autour de nous et notre terre. Est-ce que vous avez compris la distinction que je fais entre géocentré et héliocentré? Non. Bon. Alors, dans un point de vue géocentré, on doit tenir compte de toutes les planètes, parce qu'elles sont autour de la Terre, elles tournent autour de la Terre. Ce qui explique pourquoi il est né une astrologie où on considère toutes les planètes, etc. Mais si on est dans une astrologie héliocentrée, ces planètes n'ont plus aucune importance. C'est le Soleil qui est important. Et à ce moment-là, on a un élément unique. Et ce qui est intéressant, mon cher Dominique, c'est qu'on retrouve le même clivage aujourd'hui entre l'astrologie solaire, où on s'intéresse au passage du Soleil dans les signes, et l'astrologie du thème astral, etc. Donc ces deux écoles ont survécu encore aujourd'hui. Mais c'est pas juste une question de... l'astrologie du signe solaire a été très propagée par Alan Léo, parce qu'il avait le souci de faire renaître l'astrologie, et pour la faire renaître, il avait besoin de la propager par les masses. Oui, c'est moi qui ai fait paraître d'ailleurs les bouquins d'Alan Léo, qui étaient traduits en français vers les années 1909, etc. Mais on trouve je crois que c'est une idée que Bray Morel vous a mis dans la tête. En réalité, on parle déjà du signe solaire, même dans le calendrier des Bergers, etc. Donc c'est pas valable. Donc il y a bien ces deux astrologies. L'astrologie des signes zodiacaux, elle est bien antérieure au XXe siècle. Bon, renseignez-vous à ce sujet, mais je crois que d'ailleurs j'ai publié là-dessus. Mais le problème, c'est la question de qu'est-ce qui est prédominant, est-ce que c'est l'ascendant ou le soleil? Et peu importe. Dans une optique hellénistique, l'ascendant est plus important parce que c'est très important d'avoir un moment immédiat qui détermine la naissance. Or, comme l'ascendant est le point qui bouge le plus rapidement, on a besoin de donner une grande importance à ce point-là. Oui, mais en même temps, bon, j'ai pas envie d'entrer dans cette discussion, mais en même temps, le fait de s'intéresser au Soleil, qui va balayer le zodiaque, ça me paraît tout à fait valable aussi. En tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est sur ce point-là, c'est qu'il y a ces deux
conceptions d'astrologie qui existent actuellement. Mhm. Une astrologie où il y a un seul curseur qui va être décliné par les 12 signes, ou autrement d'ailleurs, et l'autre astrologie où il y a une dizaine de curseurs, etc., donc, qui vont se combiner. Et ça, c'est l'opposition entre ce que j'appelle l'astrologie géocentrée et l'astrologie héliocentrée. Et, Donc, je dirais entre l'astrologie de l'élite et l'astrologie populaire aussi. non. Parce que ce que vous cherchez, c'est une astrologie qui soit facile à comprendre. Oui, alors écoutez, de toute façon, une astrologie de l'élite, bon, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait inventer toutes sortes d'astrologies. Mhm. Bon, mais alors l'astrologie de l'élite, c'est une astrologie qui n'existe pas. C'est-à-dire, elle existe sociologiquement, mais elle n'a aucune réalité concrète. C'est-à-dire, bon. Et de toute façon, moi, ça m'est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai que quand on considère que les planètes tournent autour du Soleil, on a tendance à vouloir considérer toutes les planètes comme importantes. Voyez-vous. Mhm. Et dès lors qu'on renonce à cette vision des choses, on ne voit plus du tout la même chose. Moi, donc, j'ai une démarche héliocentrée. Hein, bon. Et c'est-à-dire que, bon, alors, Mais le Saturne qui passe à travers le solstice et les équinoxes, c'est pas héliocentré pourtant, non? si, pardon. Ça, votre système Si, ex-sol, Totalement. D'abord, premièrement, parce que les saisons est en rapport avec le Soleil, c'est provoqué par l'inclination du Soleil, etc. mais pourquoi vous prenez le fait qu'on observe Saturne depuis notre point de vision, alors qu'il y a des éphémérides héliocentriques qui existent, qui ont été publiées par Neil Mikkelsen d'ailleurs. Pourquoi c'est pas ce référentiel-là que vous utilisez plutôt que le référentiel géocentré? Je ne vois pas très bien de quoi vous voulez parler, excusez-moi, ça m'échappe. Je crois que c'est un C'est peu... qu'il y a, je connais assez mal, mais je sais qu'il y a des courants d'astrologie héliocentrique qui existent, et que pour l'utiliser, on a produit... Non, mais là, on est dans une philosophie. Bon, écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans cette discussion qui me paraît assez oiseuse. Il y a, en plus, je vous répète de toute façon, c'est la position de Saturne telle que je la connais qui fonctionne, de toute façon. Hein. Donc, en période de 7 ans, c'est ça. Donc, si Saturne était à un autre endroit, ça ne donnerait pas les résultats que ça a. Bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre conscience de ce facteur, c'est que l'astrologie actuelle, 500 ans après Copernic, est restée géocentrée. Voilà. Elle est restée géocentrée à la normandation du cosmos qui est géocentrée. Mhm. Bon. Et ça la boursoufle, ça la rend pléthorique, etc. Sans parler des nouvelles planètes qu'on va rajouter par-dessus, bon, etc. Bon. Donc, pour en revenir à l'idée de base, alors, vous n'aimez pas l'idée des aliens, etc., mais moi je considère que c'est fondamental. C'est pour ça que, pour moi, l'astrologie et la théologie doivent être reliées. Hein, la notion de quels sont ces dieux qui interviennent dans l'histoire de l'humanité, voilà, ça me paraît fondamental, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens d'ailleurs. Alors, moi j'ai rendu hommage récemment à Jean Saint-Dié, qui est un de mes maîtres, qui est mort en 78, je l'ai connu un tout petit peu. Il a écrit La Lune clé de la Bible, Les cahiers de cours de Moïse, etc. Et ce sont les positions qu'il a sur ce sujet, bien qu'ils ne disent pas que l'astrologie a été créée par les extraterrestres. Il ne va pas jusque-là. Mhm. Mais pour moi, c'est une des conséquences majeures. Et je dirais même plus, c'est encore plus compliqué que ça. Je pense que c'est l'existence même de l'astrologie qui nous fait penser que les extraterrestres existent. Ce n'est pas les extraterrestres qui nous font croire à l'astrologie. Vous savez que votre théorie est corroborée justement par les extraits de Stobé dans le Corpus Hermeticum, où il me semble que c'est Hermès Toth qui apporte la révélation à je sais plus qui, et qui dit qu'il lui apporte la révélation du moment où il a mis en place les 7 planètes et qu'il les a envoyées tourner. Et donc ça corroborait la vision d'un dieu qui mettrait en place l'astrologie et qui apporte par la révélation la compréhension de ce Oui, mécanisme. d'ailleurs, il y a deux conceptions de Dieu. Il y a une conception d'un Dieu chrétien qui intervient constamment. Mhm. Vous êtes catholique, je crois, d'origine, je sais pas. Oui. Là, je m'intéresse au gnosticisme, justement. Oui. Et avec la notion de démiurge, avec un dieu qui serait à l'origine de tout et qui représenterait le 1, Oui. et qui, avec son parallèle matériel, qui serait le démiurge,
et qui, lui, s'occuperait de tout, justement, et qui Oui, serait mais le ça, Dieu de l'Ancien Testament. là, ça va à peu près dans ce sens-là. Mais les chrétiens, eux, ils prient Dieu. Ils prient Dieu. Mhm. Or, pour moi, on n'a pas à prier Dieu. Les dieux ont organisé un système. Ce système les représente. Ce système est vivant puisqu'il est en mouvement. Et donc, il n'y a pas du tout de nécessité d'implorer Dieu. Il faut connaître le système, il faut connaître le mode d'emploi. C'est ça qui distingue, à mon avis, le vrai judaïsme du christianisme. Le judaïsme, lui, le vrai, parce qu'aujourd'hui, mais enfin, la pratique de la prière chez les juifs est beaucoup moins significative que chez les chrétiens. Mhm. Parce que moi, j'écoute souvent les émissions sur Radio Notre-Dame. Dieu ceci, Dieu a dit ceci, Dieu veut dire cela. C'est effrayant quelque part. Donc, alors eux, c'est une. Alors effectivement, d'ailleurs, ils ne s'intéressent pas tellement. Bon, ben, pour vous dire que euh, les dieux auxquels je crois, ce sont des dieux qui ont créé le système astrologique. Mhm. Ce système astrologique, effectivement, dont on a perdu le mode d'emploi, mais ça n'a pas tellement d'importance, puisque de toute façon, il fonctionne de toute manière. Mhm. Là, je suis d'accord avec vous. L'astrologie, elle fonctionne, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Mhm. La différence, c'est que si on sait comment ça fonctionne, ça se passe mieux que si on ne sait pas comment ça fonctionne. Si on sait qu'on est dans une phase solsticiale et qu'on va passer à une phase équinoxiale, bah, c'est vaut mieux que si on le subit et qu'on s'en aperçoit Moi, après coup. j'ai une question. Du coup, est-ce que vous considérez que si jamais on retrouvait le mode d'emploi, on puisse échapper à l'influence des astres, à l'influence de Oui, Saturne? à condition, je vous l'ai dit, qu'on ait les moyens techniques de le faire. Parce que boucher le... Non, mais c'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens techniques. Il faut avoir les moyens techniques de créer le système et il faut avoir les moyens techniques de le défaire. Mhm. Mais Ce qui n'est pas notre cas. parce qu'il y a l'adage qui est très utilisé, c'est quoi? C'est les astres inclinent mais ne nécessitent pas. Oui. Et en fait, ne correspondrait pas à la vision hellénistique. Et c'est ce que dit Boucher-Leclerc, c'est que chez les stoïciens, le sage, ce n'est pas celui qui cherche à se défaire de l'influence des astres, c'est celui qui comprend dans quelle direction les astres nous inclinent et d'accepter son destin. Oui, sauf que moi, je n'irai pas jusque-là, parce que je ne parlerai pas de destin individuel. Je pense, moi, je crois pas au Destin destin. collectif Moi, ou ce qui m'intéresse, c'est le individuel. destin collectif. Mhm. Et le mot destin, je ne l'accepterai pas non plus. Il y a un mode de fonctionnement, il y a un mode d'emploi qui se répète indéfiniment, donc sur des périodes de 15 ans. Voilà, donc la sagesse consiste à connaître ce système-là. Maintenant, Mais une fois qu'on a compris, que la question c'est qu'en faire. pourquoi qu'en faire La question c'est de savoir est-ce qu'on cherche à se D'abord, défaire, à s'en défaire, ou Oui. est-ce qu'on cherche à l'accepter? Oui. Et c'est pas la même écoutez, attitude. Oui, alors écoutez, ça c'est une position qui me dépasse. Hein. On peut dire qu'elle ne me paraît pas actuelle. On n'est pas du tout en mesure de... À mon avis, si on s'en défait sans savoir s'en défaire, c'est catastrophique. Hein. Celui qui croit pouvoir échapper à un système et qui n'est pas capable de modifier, il peut faire n'importe quoi. Bon. Mais en plus, je ne crois pas du tout à ça, parce que je crois que nous sommes marqués par ce système, que notre mode de fonctionnement évolue. Quand on est en phase équinoxiale, on ne pense pas de la même façon, ou les sociétés ne pensent pas de la même façon qu'en phase solsticiale. Et donc, il faudrait il faudrait arriver à une connaissance extraordinaire de ce système, ce qui à mon avis est mon cas, sans fausse modestie. Et à partir de là, évidemment, plus on connaît l'astrologie, plus éventuellement on peut la dépasser. Mais Mais du coup, vous serez plutôt d'accord avec tous les premiers chrétiens qui cherchent à promouvoir la théorie du libre arbitre et de se défaire de l'influence des astres? non, pas du tout. Moi, je dis que l'astrologie nous laisse du libre arbitre. Parce que, j'ai insisté tout à l'heure sur les périodes des 7 ans. Je crois que on voit bien à quel point notre humanité est capable de faire un certain nombre d'erreurs, etc., qui ne sont pas déterminées par l'astrologie, mais qui sont des mauvaises compréhensions, des mauvaises prévisions. Par exemple, actuellement, si on prend la question de l'Ukraine, on voit bien que il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, par exemple, moi j'explique les questions de l'Ukraine parce que nous sommes dans une période solsticiale, puisque nous sommes avec Saturne en Verseau, donc il est au milieu de sa période de Capricorne jusqu'au Bélier. Oui. Eh bien, c'est une phase solsticiale où ce qui est important, c'est le respect des espaces.
hein. On ne peut pas tout mélanger. Oui. On n'est pas dans le même espace. Voilà. Et les Russes ne veulent pas être dans le même espace que les Mais- Américains. Alors dans ce cas-là, parce que c'était... Mais quand- certains interprètent ça de point de vue équinoxial en disant les Russes veulent s'emparer du monde, etc. Oui. Et à mon avis, c'est une clé de lecture totalement fausse. Donc l'astrologue, il est capable de montrer ce qui se passe. Mais dans votre livre Clé pour l'astrologie, quand vous parlez de la Seconde Guerre mondiale, vous dites, je crois qu'en 38-39, ça correspond à la période, c'est quoi, équinoxiale, c'est ça qu'on rassemble Non, à 38, oui, absolument, c'est vrai. Et que c'est pour ça que la France ne s'est pas défendue Oui, par rapport à Hitler. Mais c'était- Hitler, lui-même, est-ce qu'il n'est pas dans une période où il a... Le fait qu'il envahisse, ça correspond quand même à une période de rassemblement, c'est ça pour vous? bien entendu. Envahir, c'est rassembler. Quand je décide qu'il n'y a pas de frontières, j'ai le droit donc d'aller au-dessus, d'aller dépasser. Oui, mais alors la Première Guerre mondiale, puisque là c'est Saturne en Cancer. C'est le contraire. C'est une facture solsticielle. La Première Guerre mondiale commence sous un angle solsticial et la Deuxième Guerre mondiale sous un angle équinoxial. Quand je dis qu'elle commence, non, elle ne commence pas, parce qu'elle commence en 1937, avec les accords de Munich, etc. Mais enfin, disons qu'elle culmine, etc. Mais alors pourquoi la Première Guerre mondiale serait séparatrice? D'abord, premièrement, comme vous le savez peut-être, les Français n'ont pas collaboré de la même manière en 1940 qu'en 1914, jusqu'à ma connaissance. Oui. Donc déjà, parce qu'ils affirment leurs différences, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ils se sont battus et ils se sont défendus. Ce qui est surprenant, c'est de comprendre à quel point, et d'ailleurs le plus drôle, mon cher Dominique, c'est que 15 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, on a fait la communauté européenne. Avec qui? Avec les Allemands. Donc en fin de compte, c'est presque paradoxal. On considère qu'il y a une collaboration en 1940. Hitler a gagné finalement. Et en fin de compte, c'est ce qui va se réaliser 15 ans plus tard. Voyez-vous? Parce qu'en 1951, Saturne rentre dans une phase équinoxiale, comme en 37. 37 plus 14, 41. 51. Voilà. Donc effectivement, on n'arrive même pas à comprendre quelle était la mentalité des gens en phase équinoxiale. Pour eux, ça ne les choquait pas spécialement. Ils disaient, ben voilà, on fait partie d'un ensemble. Hein, c'est l'ensemble de l'Europe, etc. Voilà. Et donc, donc l'Union européenne, elle rétablit à peu près la même chose que pendant l'occupation allemande. Et vous voyez, avec mon outil, on peut arriver à clarifier les choses comme ça. Alors, ce qui est important, mon cher Dominique, c'est il faut que l'astrologie arrive à se faire entendre. On n'a pas parlé de ça encore. Il faut qu'elle soit crédible. Il faut qu'elle dise des choses que les gens comprennent. Et avec mon astrologie, les gens comprennent de quoi je parle. Avec l'astrologie savante, ils ne comprennent rien du tout. Bon, donc voyez-vous, là, il y a un avantage considérable. Et, vous savez que ce soit chez Vétus Valens ou Firmicus Maternus, il y a quand même des conseils pour dire ne propage pas mes théories au tout venant, ce qui est un peu sous-entendu. On pourrait sous-entendre aujourd'hui, est-ce que ça vaudrait le coup que l'astrologie soit reconnue par la société? Ou est-ce que, au contraire, il ne faut pas éviter que l'appareil d'État s'empare de ce en tout cas, ce qu'on peut dispositif. voir aujourd'hui, c'est que si l'astrologie était reconnue, on n'en serait pas dans la situation actuelle. C'est-à-dire on comprendrait ce qui se passe, on comprendrait quels sont les enjeux, on aurait prévu que les choses se passeraient d'une certaine manière. Vous pensez qu'on aurait pu éviter la guerre en Ukraine avec l'astrologie? Absolument, de même qu'on aurait pu éviter. On aurait pu tout éviter. C'est-à-dire que au lieu de le vivre a posteriori, parce que souvent dans la vie, c'est comme ça, les gens qui ne prévoient pas, ils voient les choses avec un décalage. Ils s'aperçoivent après coup, etc. Bon, à mon avis, on va s'apercevoir on n'est pas à Munich aujourd'hui. Munich, c'était équinoxial. On n'est pas à Munich, on est simplement une volonté de, comme en 62, comme en 61, on veut diviser. On dit voilà, là vous êtes là, nous on est là. C'est ça la démarche sociale. La démarche équinoxiale, c'est non, on est tous pareils, on est tous dans le même sac. Bon, eh ben, il faut savoir par exemple qu'en 2025-2026, Saturne va passer en phase équinoxiale et que là il y aura une autre démarche.
peut-être plus dangereuse d'ailleurs par certains côtés. Puisque, à mon avis, voilà, donc, non, je crois que l'astrologie est un outil absolument indispensable pour comprendre le fonctionnement de l'humanité. Mais pour comprendre le fonctionnement de l'humanité, il faut comprendre le fonctionnement de l'astrologie. Donc c'est ça l'enjeu en fait. Hein. Si je comprends bien l'astrologie, je comprends comment fonctionne le monde, comment fonctionne la société. Bon. Alors, c'est très simple, vous avez raison, équinoxial, solsticial, c'est binaire, c'est extrêmement simple à comprendre, c'est 7 ans plus 7 ans. Donc je crois que là, ce que j'appelle le nouveau visage de l'astrologie, le concept que j'ai développé, s'appelle comme ça, voilà, l'astrologie va donner un nouveau visage et elle va avoir elle va être perçue autrement par la population, etc. Moi, je pense que ça ne peut être que bénéfique. De toute façon, il n'y a pas savoir. Vous connaissez la fameuse expression qu'on employait dans mon enfance, un homme averti en vaut deux. Donc voilà, on sait, si on sait à un moment donné que le problème de ne pas tout mélanger, de ne pas tout relier, de ne pas unifier, ça ne va plus passer, on prend des mesures. En 89, Gorbatchev aurait pu prendre des mesures pour éviter à la fois l'effondrement de l'Union soviétique. Il aurait fallu davantage donner de la place aux différences, reconnaître davantage les différences, et là, ça aurait calmé le jeu. Bon, il ne l'a pas fait, il n'a pas su donner les bons signaux, il n'a pas su lancer les bons signaux, et voilà. Mais tout ce qui s'est passé avec l'Union soviétique n'avait pas besoin de s'effondrer. Mais alors, je prends ça d'un... C'est la faute des leaders qui ne sont pas... Alors, pour répondre là, c'est d'abord les leaders qui doivent connaître l'astrologie. Et l'astrologue est d'abord le conseiller des leaders. Là, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas l'ensemble du peuple. Mais les leaders, la classe des leaders, les gens qui font l'ENA, qui font Sciences Po, il faut qu'ils acquièrent ces connaissances. Je prends exemple sur une série américaine où en gros le résumé c'est que c'est quelqu'un qui revient dans le temps pour empêcher l'assassinat de Kennedy. Ouais. Et, 63. Et au final, bon, moi, je dis la fin quoi, il réussit, il revient dans le présent. Il s'aperçoit qu'en fait, en pensant empêcher cette catastrophe, il en a provoqué d'autres qui étaient beaucoup plus graves. Ça, c'est un scénario classique de la science-fiction, ça. Hein. Non, mais là, c'est la question, est-ce que c'est pas en cherchant à éviter certains événements, vous ne risquez pas de créer... Il ne s'agit pas d'éviter un événement. J'ai jamais dit qu'il fallait éviter un événement. Là, le but, c'était d'éviter la guerre en Ukraine. Non. C'était de prendre les bonnes mesures, de comprendre comment les choses évoluaient et d'être en phase avec le processus. Il ne s'agissait pas d'éviter la solsticialité. Il ne s'agit ni d'éviter l'équinoxialité, ni d'éviter la solsticialité. Il s'agit d'être en phase avec. C'est-à-dire de ne pas faire de choses qui vont en contradiction avec le courant des choses. Si en phase solsticiale, j'ai des positions sur l'élargissement de l'Union européenne, ça ne passe pas. Bon. Maintenant, si en phase équinoxiale, je commence à dire que je ne veux pas faire partie d'une union, etc., ça ne passe pas non plus. Il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste, qui est une des grandes lois de la Bible, ça. Un temps pour chaque chose, un temps pour tout. Voilà. Et donc, non, les problèmes que vous posez, ils sont faciles à résoudre. Par contre, là, je suis d'accord avec vous. La question est de savoir si ça doit être réservé à la classe politique, à l'élite, cette connaissance, ou si tout le monde doit l'avoir. Moi, personnellement, je pense que tout le monde doit l'avoir. Mais c'est une question qu'on peut poser de toute manière. En tout cas, je crois qu'il faut absolument faire entrer mon astrologie à l'école à sciences politiques. Ça me paraît absolument essentiel. Du coup, j'ai une autre question. Quel est le degré de contrainte, selon vous, du passage de Saturne dans les axes équinoxiaux et solsticiaux? De ce que vous disiez, vous dites que si on s'en rend compte, alors on pourra faire évoluer les choses dans le bon sens. Mais ce qui sous-entend qu'on peut aller contre le sens des choses, que dans une phase, faut que je me rappelle, c'est quoi? Solsticial, c'est rassemblement, c'est ça? Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Équinoxial, c'est rassemblement. Si je suis dans une phase équinoxiale, donc de rassemblement, et que je cherche à aller contre le rassemblement et à séparer les choses, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, mais quel est mon degré de liberté par rapport à ça?